Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission du Forum libéral qui existe depuis 1998 et qui résiste. Aujourd'hui, je vais tenter de vous apporter quelques éclaircissements dans le problème des retraites. Là. Moi, je suis à la retraite, donc je ne suis pas très concerné. Seulement, j'espère que si on augmente un petit peu le montant, je vais gagner un petit peu mieux. Mais pour le moment, je suis retraité. Et je vais examiner avec vous le problème tel qu'il se présente. On dit du président Macron qu'il n'a pas été maire, conseiller municipal, conseiller régional, etc. et qu'il est en quelque sorte devenu, par accident, président de la République. Mais moi, je peux vous dire qu'il a certainement été un très bon élève en droit, et tout particulièrement dans l'histoire des institutions. Moi, j'étais étudiant en droit et je me passionnais pour l'histoire des institutions. Et dans ma vie professionnelle, dès que j'arrivais dans un pays autre que la France, la première chose que je me procurais, c'était l'histoire de la constitution de ce pays. Et ainsi, si je veux continuer à collaborer ou à fréquenter ce pays, je dois connaître exactement ce que je dois faire dans ce pays. Alors, l'histoire de la France est ancienne, plusieurs siècles. Mais nous avons une constitution qui a été créée avec le général de Gaulle et son ami Michel Debré. La constitution de 1958, 3 juin 1958. Et tout est dedans. Il y a eu de temps en temps de petites rectifications, des modifications qui se sont faites, mais la Constitution est faite, elle est solide. Et si il n'y avait pas cette Constitution française de 1958, eh bien probablement la France aurait été de temps en temps à feu et à sang, et on n'aurait pas pu gouverner parce que sous la 4e République, le gouvernement tombait pratiquement tous les mois, tous les ans. Il y avait toujours il y avait toujours une motion de censure qui faisait tomber le gouvernement. Et la Constitution de 1958 a éliminé cette faculté permanente que le député avait pour faire tomber le gouvernement. Dans le cadre de ce projet de loi, parce que je précise bien que c'est un projet de loi, parce que la loi vient de deux différentes filières. Il y a la filière gouvernementale et il y a la filière parlementaire. Quand il s'agit du gouvernement, c'est un projet de loi qui est présenté, qui est examiné en Conseil des ministres. Ensuite, c'est envoyé au Conseil d'État qui vérifie la conformité des données. Ensuite, c'est envoyé au président de l'Assemblée nationale et au Sénat, les deux. Et c'est l'Assemblée nationale qui a la priorité, en quelque sorte, du suivi du texte jusqu'à son adoption. Alors, dans le cadre de ce projet de loi, envoyé à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait jouer un article 47. L'article 47 de la Constitution prévoit que l'Assemblée nationale a un délai imparti pour examiner le texte et le voter. La manière d'utilisation de cet article 47 limite en quelque sorte la liberté totale que possèdent les
députés pour examiner un texte. Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été présentés par l'opposition et qui ont fait que le texte n'a pas pu être examiné dans sa totalité dans le délai qui était imparti et prévu par le gouvernement. Le texte a été envoyé ensuite au Sénat. Le Sénat l'a examiné et a donné un vote qui lui était favorable. Ça devient, à partir de ce moment-là, une certaine dualité, puisque l'Assemblée nationale n'a pas voté le texte, le Sénat l'a voté. Automatiquement, il doit être créé ce qu'on appelle une commission mixte paritaire composée de 7 députés de l'Assemblée nationale et de 7 sénateurs du Sénat. Donc, c'est un regroupement de 14 parlementaires qui examinent le texte. Je vous dis que le texte a été admis par le Sénat, mais pas par l'Assemblée nationale. Les 14 parlementaires se sont mis d'accord en rectifiant différentes alinéas et autres qui avaient été prévus, et est sorti un texte amendé. C'est ce texte amendé qui a été présenté à l'Assemblée nationale pour être examiné à nouveau. Le texte amendé, c'est-à-dire ce que les députés et les sénateurs ont convenu ensemble, ont sorti un texte qui s'appelle un texte amendé. Ce texte est arrivé à l'Assemblée nationale et on devait passer à son examen et à son vote. Mais le Premier ministre, chef du gouvernement, avait la possibilité de demander que ce texte soit examiné dans le cadre de l'article 49 alinéa 3 de l'Assemblée nationale. Texte qui est prévu dans la Constitution. La Constitution française est là. Tout ce que je vous dis là est dedans. Donc, le texte a été présenté à l'Assemblée nationale et la Première ministre a demandé que ce soit examiné dans le cadre de l'article 49.3. Cet article 49.3 permet donc de voter le texte amendé par l'Assemblée nationale et le Sénat dans l'État. Et si l'opposition ne veut pas que ça soit fait de cette manière-là, l'opposition a le droit de déposer ce qu'on appelle une motion de censure. 2 motions de censure ont été présentées. Une par le Front National, enfin, le parti de Mme Le Pen, et l'autre par un collectif de parlementaires, la Lyotte. Les 2 motions ont été rejetées. Et la loi prévoit que le jour de cette réunion de l'Assemblée nationale, seuls les votes qui sont favorables à la motion de censure est retenu. L'Assemblée nationale a une majorité de 289 voix, mais ça a été ramené à 287 voix dans le cadre de cette affaire-là. Il aurait fallu que pour le texte soit rejeté par la censure, 287 voix. Il leur a manqué 9 voix pour obtenir les 287 voix. Donc, normalement, dès lors que les 2 motions de censure ont été rejetées, la loi est votée. La loi étant votée, elle doit être examinée in fine par le Conseil constitutionnel.
le gouvernement, avec l'accord du président de la République, a saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel doit l'examiner pour voir si les textes sont conformes à ce qui est dans la Constitution, si les procédures ont été bien respectées. Et le Conseil constitutionnel a deux possibilités. Soit valider les résultats issus de l'article 49.3, ou alors de contester certains éléments contenus dans la loi. Si c'est le cas, le Conseil constitutionnel demande au gouvernement de revoir les parties dont il considère qu'ils ne sont pas constitutionnels. Mais si le Conseil constitutionnel considère que le texte tel qu'il a été voté au Parlement, à l'Assemblée nationale, je dis bien le Parlement, mais c'est l'Assemblée nationale, est conforme à la loi, le texte est adopté. Et le président de la République a un délai de 15 jours pour promulguer la loi. Une fois que le Conseil constitutionnel a dit « bon, c'est valable », on l'envoie au gouvernement et le président de la République a un délai maximum de 15 jours pour promulguer la loi. Donc c'est lui qui est le maître du jeu. Le Conseil constitutionnel m'a dit « ok, c'est bon, je promulgue » et la loi est applicable. Et c'est fini. Ne peut pas être modifié, c'est terminé. Mais si le président de la République considère que, compte tenu des recommandations qui ont été faites dans l'examen par le Conseil constitutionnel du texte, il a la possibilité de revoir le texte, reconvoquer l'Assemblée nationale ou voire tout simplement refaire une autre mouture de la loi. Alors c'est l'article 10 de la Constitution qui le dit. Je vais vous lire cet article 10. Article 10, Constitution du 3 juin 1958. Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée, donc par le Conseil constitutionnel. Le président de la République peut, avant l'expiration de ce délai de 15 jours, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. C'est-à-dire qu'une fois que le président de la République a dit « nous allons réexaminer le texte », je l'envoie à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale ne peut pas refuser le réexamen du texte. Alors, compte tenu de ce qui s'est passé dans les rues, il y a un film que je me souviens très longtemps qui s'appelait Paris-Boultil. J'ai revu quelques séquences de ce film cette semaine passée-là. Mais je considère que c'est la France qui brûle maintenant. Et le président de la République, dans une déclaration faite devant l'Union européenne, a dit qu'il est possible de revoir le texte si le Conseil constitutionnel le souhaite, etc. Donc c'est une balle qui est lancée dans le camp du Conseil constitutionnel qui peut, comme je vous dis, demander à revoir certains articles. Et ça permettrait donc que le dossier soit renvoyé à l'Assemblée nationale pour être réexaminé dans son intégralité. Pas au Sénat, parce que le texte a été adopté au Sénat. Ça va être renvoyé à l'Assemblée nationale et on verra ce que ça va donner. Donc je pense que nous sommes entrés dans une période de réflexion profonde et de sagesse. Je pense que le président de la République n'est pas un imbécile. Il a vu ce qui s'est passé. Il a même été obligé de demander au roi d'Angleterre de ne pas venir pour éviter que cela tourne mal pour lui et pour l'image de la France.
Donc, il est entré dans une possibilité de, non pas de capituler. Il ne faut pas croire que dans ce cas-là, l'avenir de la France est plus important que l'attitude d'un président ou l'attitude d'une opposition. La France est un pays qui a toujours servi d'exemple dans sa gestion et dans sa préconisation. Il faut savoir que c'est 1789 qui a permis une constitution et qui a servi à beaucoup de pays à partir de la Constitution française de créer des textes qui soient favorables aux uns et aux autres. Donc, je pense que le président de la République comprendra qu'il est nécessaire, pour que la paix revienne, de reprendre une négociation. Déjà, il a déjà fait une déclaration qui m'a paru utile. Il a dit que M. Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, a fait une préconisation de sagesse et qu'il en tiendra compte. Donc c'est déjà un premier pas. Mais il y a d'autres personnes qui essaient de verser de l'huile sur le feu, notamment Mélenchon. Mélenchon veut une 6e république. Ce qui l'arrangerait, c'est que tout tombe et qu'on revienne dans l'insurrection permanente avec son association, enfin son groupe parlementaire, la NUPES, pour que les choses aillent de mal en pire, pour que les choses soient toujours survoltées et qu'on pense que ça va amener le départ de M. Macron. Mais M. Macron s'en moque éperdument, il n'est pas candidat. Il ne peut pas être à nouveau candidat, il a fait 2 mandatures, c'est fini. Il ne peut pas être candidat. Donc, il y a des gens maintenant qui sont montés au créneau, qui voient déjà Macron étant absent, on pourrait peut-être prendre sa place. Mais dans toutes ces affaires-là, il y a quand même une candidate qui est là aux aguets, c'est Mme Le Pen. Elle n'attend qu'une chose, c'est que Macron continue à être en difficulté pour qu'elle puisse récolter et sortir les marrons du feu. Ici en Guadeloupe, on a vu qu'il y a des manifestations. Aujourd'hui encore, une manifestation est annoncée. Moi, je dis, on a le droit, c'est le droit de grève, on a le droit de se manifester, mais dans le cadre de la loi. Éviter la casse, éviter tous les problèmes que nous avons connus ces temps derniers. Manifestons, mais dans le cadre de la loi. Et je le dis en passant à l'intention des Haïtiens. Si le Premier ministre Ariel Henry avait respecté la Constitution d'Haïti, la situation actuelle d'Haïti n'aurait pas été à ce niveau-là. La Constitution prévoyait et prévoit toujours, parce que c'est une Constitution qui est toujours en activité, que lorsque le président de la République est mort et que son absence est constatée, le Premier ministre nommé et installé doit faire les démarches utiles pour que, dans un délai de 45 jours à 90 jours maximum, qu'un nouveau gouvernement, un nouveau président soit élu. Il ne l'a pas fait. Ariel ne l'a pas fait. Il s'est contenté de faire des petites manipulations, etc., et qui ont permis que, non pas l'opposition trouve une solution, mais que des gangs soient constitués, et maintenant c'est le pouvoir des gangs qui règne en Haïti. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays n'a pas président de la République? Un pays n'a pas d'Assemblée nationale. Un pays n'a pas de Sénat. Et il y a un individu qui a été désigné, mais non installé par l'ancien président. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. En règle générale, cela s'appelle un dictateur qui fait à sa tête, à sa guise, qui fait, qui défait, qui met des copains à droite, copains à gauche, et qui mène son affaire à sa manière. Résultat, le pays
est en ébullition permanente. Les touristes ne viennent pas en Haïti. Les entreprises qui fonctionnaient normalement ne fonctionnent plus. Rien ne va. Et il a été jusqu'à demander à l'ONU d'envoyer une force de l'ordre, ce que l'ONU n'a pas encore fait, parce que l'ONU constate quand même que ce qui était prévu dans la Constitution n'avait pas été respecté. Un président a été assassiné, il n'est pas mort de mort naturelle, il a été assassiné, et que jusqu'à présent, la justice haïtienne a été totalement inopérante. Aucune audience n'a été organisée. Et ce qui est surprenant, c'est que le commissaire du gouvernement, à un moment donné, a voulu entendre M. Ariel Henry, Premier ministre. Il lui a donné rendez-vous, il lui a fait une sommation pour venir s'expliquer, et au lieu de venir s'expliquer, il a démis le commissaire du gouvernement. Puisqu'il était Premier ministre, il avait ce pouvoir-là. Il dit, en clair, au cas où il vient expliquer moi, mais en cas de tirer au commissaire du gouvernement, donc, ou pas ni amender moi à rien. Donc, dans un cas pareil, ça veut dire qu'il a quelque chose de caché qu'il ne veut pas qu'on sache. Je ne porte aucune accusation. Je dis simplement, c'est une supputation, que si le commissaire du gouvernement vous a convoqué pour vous expliquer éventuellement de votre responsabilité dans l'assassinat du président et que vous n'êtes pas allé et que vous l'avez démis, c'est que vous ne voulez pas que la vérité soit exprimée. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que nos renseignements de ce jour vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe. Et j'espère vous retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral pour d'autres explications, éventuellement en fonction de ce qui se passerait au cours de la semaine. Le soleil est revenu, il fait peut-être moins froid, mais il fait toujours froid. Hein? Le soleil est revenu, de temps en temps la pluie nous disperse de quelques gouttes, mais ce n'est pas encore tout à fait normal. Nous sommes dans le carême, mais le vrai carême n'est pas arrivé. Bon week-end à vous tous, et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral, en vous recommandant une fois de plus d'être très prudent sur les routes.